vous remercier avec un peu d'essoufflement, mais je vais rattraper mon souffle après, d'avoir bien voulu donc m'inviter à vous parler aujourd'hui de cette thématique de l'intimité que j'ai intitulée « Rapport à autrui et intimité, importance d'une réflexion éthique ». Tout d'abord, je voudrais dire que c'est une bonne intuition, mais c'est peut-être aussi une preuve de maîtrise professionnelle de la part des organisateurs d'avoir fait suivre mon intervention derrière Francisco Malanga, puisque le droit et l'éthique sont vraiment dans une cause qui est très liée. Le droit énonce, au travers des lois, les principes généraux admis comme justes et comme garde-fous par une société donnée et à un moment donné. Il énonce de ce fait les devoirs aussi et envisage les sanctions pour les contrevenants. S'il peut arriver qu'il anticipe sur des principes de vie en société, il est souvent aussi l'expression des idées majoritaires d'une époque, on le disait tout à l'heure, et il suit l'évolution des mœurs, traduite par la morale. Cette dernière est une traduction sociale des comportements conformes et des normes attendues. On doit remarquer que, comme la morale, le droit énonce souvent les choses à la troisième personne. Le citoyen devra, l'institution se chargera de. Tout acte qui transgressera cette disposition sera jugé comme répréhensible. On doit bien se tenir en public, etc. Donc, une parole à la troisième personne. Dans la démarche éthique, comme dans le droit, il est question de réfléchir et de se prononcer sur ce qu'on trouve juste de faire ou de penser. Mais ici, nous sommes dans une discussion avec nous-mêmes. Dans un premier temps, à la première personne. Qu'est-ce que je juge juste dans cette situation ou dans ce règlement? Est-ce que je pense que ces exigences respectent les valeurs de la personne? Est-ce que je suis d'accord pour dire qu'il faut travailler dans ce sens? On voit bien ici qu'on est dans des approches complémentaires. On pourrait rajouter que c'est une chance dans le cadre de notre vie en société démocratique. Heureusement, j'ai la possibilité d'exercer mon intelligence et mon jugement à partir des valeurs dans lesquelles j'ai baigné et qui me servent de balise pour interroger ce qu'on appelle la réalité, mais qui est en fait une construction sociale. Car il n'est pas aussi évident de penser que toute loi est juste ou est encore juste aujourd'hui. Et d'ailleurs, les lois évoluent aussi sous la pression de l'opinion. Pour illustrer ça, je pense que le meilleur exemple de cette tension entre la loi et la représentation personnelle est donné par le mythe d'Antigone, qui pose une question qui se pose à chacun, mais qui se pose avec encore plus de force pour les travailleurs sociaux. C'est la question de la différence entre légalité et légitimité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mythe d'Antigone? La princesse Antigone a été informée que son frère, qui a tenté de tuer le roi, a finalement été tué dans ce combat, et qu'en représailles, le roi refuse donc qu'il soit enterré dans la ville. Son corps doit être rejeté à l'écart de la ville et servir de pâture aux corbeaux, afin d'éviter que son âme, exclue donc du cimetière public partagé, puisse monter au ciel. Antigone, bien qu'en désaccord initial avec son frère sur son projet d'assassiner le roi, va tenter par tous les moyens d'infléchir ce dernier, afin qu'il accepte un enterrement à l'intérieur de l'enceinte de la ville. Et le violent débat qui va les opposer va mettre en jeu deux systèmes. D'abord un système légal qui veut que toute personne qui tente d'atteindre la personne du roi devra subir son courroux et être punie ici pour l'éternité. C'est un système qui se bâtit sur des valeurs d'ordre, de hiérarchie et de respect des représentants de cet ordre, respect qui assure en contrepartie la sécurité du grand nombre. L'autre système, représenté par Antigone, celui de la légitimité, pose lui la question de la justice du point de vue de l'individu. Bien sûr, Antigone ne peut cautionner la tentative d'assassinat commise par son frère, mais du point de vue de ses valeurs fraternelles et familiales, elle ne peut accepter que la punition par la mort soit redoublée d'une punition de l'âme. Alors vous me direz qu'on est peut-être loin déjà du sujet que je vous proposais d'aborder, et en même temps, je vous propose, moi, de réfléchir un instant à votre position de management, de professionnel ou de bénévole, ou encore d'enfant ou de parent.
et voyez si je ne suis pas régulièrement tiraillé moi-même entre la légalité, ce qu'on peut et surtout ce qu'on ne peut pas faire socialement, et ce que je pense juste au nom de mes valeurs et principes. Ne pas prendre ou prendre des risques dans l'acte éducatif, on en parlait tout à l'heure, signaler ou ne pas signaler cette famille comme irresponsable, chercher à connaître tout de l'usager ou ne pas vouloir tout maîtriser, etc. Et il me semble que là, on est au cœur de la réflexion, au cœur de la réflexivité du travailleur social. De mon côté, je pense vous avoir fait toucher déjà du doigt que l'éthique est avant tout une démarche de discussion, de remise en cause de l'évidence, qui m'amène à me tourner vers l'intérieur, vers mes convictions intimes et ce qui me fait exister. Mais continuons cette discussion, c'est-à-dire cette mise en question, parce que pour l'instant, c'est surtout moi qui parle. Mais je me parle à moi, enfin, je réfléchis. Pour aller plus avant vers cette question de l'intimité, que vous travaillez, vous, depuis maintenant quelques mois. Pour moi qui n'ai pas fait tout ce chemin, il me semble que pour y réfléchir, je ne peux pas faire l'impasse d'une réflexion sur l'altérité, à la fois comme un constat et une valeur au cœur de la relation humaine. Nous vivons en société face et grâce à un autrui. C'est sans doute une des plus anciennes de nos réflexions philosophiques occidentales. Pour poser la question du même et du différent, Héraclite, le philosophe grec, disait « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Quelqu'un qui a sauté dans la Seine à Paris, depuis le pont de l'Alma, pourra bien ressauter l'année suivante, au même endroit et le même jour. Il aura bien sauté dans le même fleuve, la Seine, mais pas dans la même eau, tant de vagues s'étant écoulées depuis. On ne se baigne donc jamais deux fois dans le même fleuve. Il en est de même pour nous les humains. Je suis à la fois le même et je veux être le même que mon voisin, un bipède doté d'intelligence, d'aptitude, de langage, capable d'évoluer en société et d'être reconnu comme un homme à part entière, etc. Je revendique cette appartenance à l'espèce du même, à l'espèce homme. Mais en même temps, je revendique aussi d'être différent, pas le même que l'autre, mais quelqu'un avec son propre style, ses compétences propres, son savoir relationnel, ses propres choix de vie, ses valeurs personnelles, son rapport à l'intime, etc. Et d'ailleurs, je vais passer une partie de ma vie à affirmer cette dialectique, cette tension ou cette discussion entre le même et l'autre en moi, comme aux yeux des autres. Si on est d'accord sur ça, c'est toujours moi qui ai le micro pour l'instant, on peut faire une avancée supplémentaire sur la définition de l'éthique. Nous avons déjà vu qu'il s'agissait d'une démarche de questionnement de ce qui nous est présenté comme normal par la morale, alors que le normal est avant tout du culturellement partagé à un moment déterminé. Luc Hospier, tout à l'heure, intervenait aussi sur cette question pour dire que c'était bien à un moment donné qu'on se met d'accord sur un certain nombre de grandes idées. Ça peut être l'exemple de l'avortement qui, à un moment donné dans la société française, devient finalement une chose qui peut faire l'objet d'une législation, qui peut être 30 ans après est à nouveau remise en question par quelques-uns. Ça peut être aussi l'histoire du préservatif. Un éducateur doit-il donner un préservatif à un jeune? Soit c'est considéré comme de l'incitation à la débauche, soit c'est considéré comme une protection des risques. À vous de voir et surtout à vous de vous ancrer aussi dans une réalité à un moment donné, une réalité culturelle et partagée socialement. C'est aussi une démarche de questionnement de ce qui est présenté comme légal et je vous rappelle donc l'exemple d'Antigone. L'éthique, c'est donc un acte exigeant sur le plan individuel. Et le philosophe Emmanuel Lévinas définit l'éthique comme une responsabilité que l'on prend, l'obligation qu'on s'impose à soi-même pour garantir sa propre liberté, conjointement avec celle d'autrui avec qui on est en interaction. Donc j'essaye de définir et d'avancer un petit peu dans cette définition de l'éthique, une définition rapide. Dans une approche un peu plus ancienne, c'est Weber qui précise que cette approche éthique peut prendre essentiellement deux formes, elles aussi en recherche d'équilibre permanente, une éthique de conviction et une éthique de responsabilité. Une éthique de conviction dans laquelle j'investis essentiellement mes choix, mes valeurs, mes affects, mon idéal. On peut espérer ainsi que
tout travailleur social est porté par la conviction que la personne a des droits, qu'elle a aussi des compétences, qu'elle ne présente pas seulement des pathologies, qu'elle a droit à un respect sans condition, etc. Ces valeurs que je porte me serviront de boussole dans l'analyse des situations rencontrées par ou avec autrui. Mais on doit aussi espérer que tout travailleur social dispose d'un capital de compétences en droit, en santé, en psychologie, en sociologie, en connaissance des systèmes et des dispositifs, des normes sociales, etc., qui pourra aussi l'amener à rechercher des solutions réalistes et viables pour la personne. Donc là, dans une éthique de responsabilité. L'éthique de conviction se centre sur l'idéal, sur la finalité plus que sur les moyens. Quand je mets en avant l'éthique de responsabilité, je me concentre sur les moyens et les options stratégiques possibles. Ces deux éthiques sont donc opposées, mais elles sont aussi concomitantes, elles se produisent souvent en même temps. Et Habermas a montré que ces deux éthiques ne sont pas inconciliables en inventant l'éthique de discussion qui tend à réguler la conviction par la responsabilité. Parce qu'il ne s'agit pas d'une simple relation à autrui, si tant est qu'une simple relation à autrui existe, mais il s'agit d'une intervention. Travailleur social, je suis salarié pour intervenir sur une situation et auprès d'une personne, que ce soit dans un objectif de protection, dans un objectif d'éducation ou à partir d'un mandat administratif ou judiciaire. La relation ici n'est pas fortuite, elle est même entachée d'une désignation, quelquefois d'une stigmatisation, d'un autrui comme déficient, inadapté, marginal, asocial, apatride, addictif, etc. Une position éthique va alors supposer de déployer une particulière vigilance sur les modalités d'une relation travail entre un aidant, repéré et mandaté comme quelqu'un qui sait, et un aidé, socialement repéré comme en besoin d'aide ou à minima d'accompagnement. Face à un public souvent défini d'abord par ses pathologies, ses manques, ses incapacités, la tentation peut alors être grande, même si elle est inconsciente, de profiter de cette dissymétrie pour exercer un pouvoir ou satisfaire mon ego. C'est précisément pour éviter ce risque de la toute-puissance que l'éthique doit être convoquée le plus souvent possible dans nos métiers. Il est si facile de suivre les chemins classiques de la dépendance, de se démarquer de nos ressemblances, de faire taire en nous le Jiminy Cricket qui appelle à nous interroger, ou encore d'exercer subtilement une influence psychique sur des personnes en situation de vulnérabilité, mais pour leur bien. Et c'est Kant qui disait « Vouloir faire le bien des autres est la pire des tyrannies ». Une approche éthique nous invite donc au courage d'aller au-devant des idées reçues, d'interroger les évidences et de débusquer les faux-semblants. Comme le disait Bertolt Brecht, il s'agit, derrière la règle, de découvrir l'abus. Et l'on voit bien ici que nous approchons notre thématique de l'intimité, autre volet de notre titre. Combien de règles, en effet, encadrent les comportements et les relations au sein de nos institutions, pourtant si promptes et habiles à se légitimer? Combien parfois de petits arrangements entre amis, pour une souplesse des horaires, au mépris des attentes des rencontres des usagers? Combien de décisions pour le bien des usagers qui cachent en fait nos propres souhaits de confort ou nos besoins d'organisation? Quelle curiosité mal placée derrière une demande d'information sur le milieu de vie d'un jeune. Si une loi de rénovation sociale a dû intervenir en 2002 pour préciser que la personne doit être au centre de nos dispositifs et imposer des incontournables dans la prise en charge, c'est bien parce qu'insidieusement, nous avions oublié peu à peu nos buts et nos finalités. Alors oui, sans doute qu'il nous faut le rappel de la loi, mais il nous faut aussi faire recours à l'éthique pour y inscrire notre sens. Tout ceci, on le disait, demande une vigilance de tous les instants. Il nous faut d'abord oser poser, nous poser avant de la poser aux autres, la question du pourquoi. Cette question est essentielle. Dans notre monde moderne, et j'ai mis moderne entre guillemets, nous sommes aujourd'hui invités, voire convoqués, à répondre à la question du comment. Cette question s'exprime par la demande de mise en évidence des intentions, demande de formalisation des process et des procédures,
demande d'écriture des déroulements, de traçage, revendication de la qualité et de la transparence. Mais celle du pourquoi reste à poser. Elle est politiquement et socialement plus délicate. Elle est tout aussi dérangeante au niveau de l'éthique personnelle. Pourquoi, après tout, voudrions-nous tout savoir de l'intimité de la personne, d'autrui? Pourquoi imposons-nous des règles ou des interdictions de rencontres ou de manifestations affectives? Pourquoi faut-il que tous les jeunes soient inscrits dans les mêmes horaires collectifs, etc. A contrario, ou à l'inverse, est-ce que je m'autorise à porter le débat sur l'emprise permanente du public sur la vie privée des personnes ou des usagers? C'est un mouvement de société, en fait, un mouvement étonnant, mais qui pousse aujourd'hui à reculer de plus en plus loin les limites de la révélation ou de l'indiscrétion et du règlement de compte privé dans les émissions de télé-réalité. Certains, comme Jean-Louis Chapelier, vont jusqu'à parler de marchandisation de la confidence. De même, c'est un glissement croissant vers le privé et l'intime qui caractérise une part croissante des politiques sociales, qu'il s'agisse d'accompagner des jeunes dans leur quotidien, dans un logement vers l'autonomie, ou de réaliser des aides au domicile. Dois-je pour autant me satisfaire des raisons de protection ou d'éducation, ou aller creuser un peu plus nos motifs, mes motifs, à intervenir aussi loin qu'on le fait? Il est si facile aussi d'utiliser ce qu'on a remarqué dans cette visite par une intrusion dans l'intimité de la personne, sans que cela semble poser question à qui que ce soit. J'ai vu ce qu'elle lit, ce qu'elle regarde comme émission télé, comment elle ne lave pas ses effets, de quoi elle s'abreuve. Il semble qu'il est temps de nous interroger sur tout ce dans quoi nos usagers aujourd'hui sont pris, ce dans quoi nous les prenons au mépris d'un simple débat ou d'une négociation sur nos conventions réciproques. Nos usagers sont pris dans un contrôle permanent que nous lions à la nécessité de pouvoir en tout temps répondre aux imputations de responsabilité et au souci de les protéger. Les emplois du temps sont rythmés par les exigences professionnelles d'amplitude horaire et de relais. Nos usagers sont pris dans les mailles de la coordination pluridisciplinaire, du partenariat et du réseau, qui amènent à parler d'eux, le plus souvent en leur absence, et dans un respect parfois tout relatif de la discrétion et du secret professionnel, au nom de l'efficacité et de la transparence. Nos usagers sont pris dans les filets d'une juridicisation croissante et dans des discours qu'ils ne comprennent pas. Nos usagers sont pris dans des toiles informatiques qui n'offrent qu'une frêle garantie de respect, de diffusion et de leur intimité. Et surtout, nos usagers sont pris dans nos regards permanents sur ce qu'ils font et là où ils sont. Trop souvent, j'ai remarqué que la littérature sur l'intimité renvoie à la question de la gestion de la sexualité, comme s'il s'agissait du dernier tabou à faire tomber. Certes, c'est en date le dernier tabou auquel s'accrochent les réflexions des professionnels soucieux du respect de la personne dans ses droits fondamentaux. Mais la nature plus profonde de l'intimité, du rapport intime à soi, est encore trop peu exhumée. Une approche récente en travail social invite à prendre la dimension de la personne dans son environnement, à réfléchir à un travail sur l'écologie et la systémie pour identifier dans l'environnement des facteurs de soutien, des ressources mobilisables. Une réflexion sur l'intimité ne devrait-elle pas symétriquement nous inviter à aller creuser du côté de la reconnaissance de l'espace intérieur, de la résilience? Cela semble en tout cas être l'intuition d'un certain nombre d'équipes de travailleurs sociaux qui ont par exemple appris à placer des temps d'introspection, à ne rien faire d'autre par le jeune que réfléchir à ses choix et à leurs conséquences, dans un dialogue vrai avec soi, certes difficile, mais combien riche. Il est vrai que tout ceci ne fait pas très moderne et qu'en plus, notre société attend aujourd'hui des plus démunis qu'ils fassent la preuve de leur capacité à bouger, à se lever tôt, à être employables, si pas employés, et à entrer dans des politiques d'activation. Il faut qu'ils s'activent. Et si moi, iconoclaste, je pensais au contraire qu'il convient de démaîtriser, de restaurer du non-faire, de prendre du temps pour réfléchir, pour penser, pour s'écouter vivre et choisir, pour prêter attention aux stratégies des autres, pour repérer mes propres valeurs et convictions.
Voilà qui donnerait peut-être davantage matière à l'expression des usagers tant attendus et qui réhabiliterait la pensée, une démarche qui croise irrespect pour les idées reçues et respect pour les personnes et leurs souffrances, une démarche qui fait peur à tout un chacun, mais qui conditionne aussi l'avenir de nos sociétés. Mais je me suis un peu éloigné de la question de l'emprise permanente de notre regard sur les personnes. Or, on ne le contestera pas. Nous sommes sans arrêt en emprise et en regard sur les personnes. Pourtant, il convient de rappeler que c'est précisément quand on arrive à se dégager du regard de l'autre, du regard réel ou de la présence symbolique, et on parle ici du regard d'un autre dominant en plus, c'est donc à ce moment-là qu'on est dans l'intimité et qu'on peut réellement choisir de la cultiver ou d'en laisser découvrir un pan, de la faire partager. J'en arrive donc à mon dernier développement. Après ces détours par l'altérité, l'éthique et les questions du champ de l'intime, quels enseignements pourrions-nous retirer de ces réflexions qui nous permettent de renouveler notre approche dans le sens d'un plus grand respect de la personne et de son champ de fleurs personnelles? Pour jouer sur les mots, comment, partant de l'altérité, éviter de tomber dans l'altération? Il semble que finalement nous soyons, dans le travail social, appelés à développer encore un certain nombre d'apprentissages et de compétences. Sur un premier niveau, l'éthique nous convoque à effectuer en régularité un travail sur nous-mêmes. La congruence veut que nous nous appliquions à dégager nous aussi, nous déjà peut-être, ces temps propices à l'introspection, à l'interrogation éthique sur un ensemble de domaines. Nos représentations, tant il est vrai que nous croyons que la vérité, c'est ce que nous pensons pour vrai, nos affects, parce que nous ne manquons pas d'être touchés en notre fond par les situations rencontrées, les révélations faites, et que nous avons une tendance naturelle à chercher auprès d'autrui la possibilité d'un partage partagé. Parce qu'aussi, il est plus simple de m'enorgueillir d'une révélation que de me poser le bien fondé de son destinataire ou d'un partage en équipe. Nous devons aussi réfléchir et partager l'analyse de nos pratiques, ce qui est déjà conditionné par notre bonne volonté à nous exposer en public dans nos hésitations et nos ratages et à accepter le débat sans chercher trop vite un consensus mou. Sur le plan du regard, il nous faut apprendre à repérer dans l'infime ce qui fait question pour autrui. Et là, les signes n'en sont pas évidents. Il s'agit d'une gêne, d'une soudaine tension, d'une angoisse diffuse, d'un sentiment de honte ou d'agression. À nous peut-être d'oser revenir à une sensibilité d'observation qui est la vraie marque du professionnel. Sur le plan de l'organisation, il nous revient de travailler collectivement à la définition clarifiée des règles du jeu. Qu'appelle-t-on espace public, espace privé? Où ces règles sont-elles consignées et rendues publiques? Quelles procédures peuvent être mises en place en matière de respect des personnes pour éviter l'usure et la banalisation? À titre d'exemple, qui a la clé des chambres? Frappe-t-on avant d'entrer? Attend-on pour entrer que l'autorisation nous en soit donnée? Quelles attentions doit-on porter au traitement des personnes dans les actes de la vie quotidienne, etc. Mais aussi, comment envisageons-nous de libérer des plages de temps non affectées pour permettre le repli spatial et réflexif? Comment valorisons-nous l'exercice des choix et de l'engagement par la pensée? Quels outils, de type échange des pratiques et supervision, nous donnons-nous pour travailler notre implication et notre investissement? Comment gérons-nous entre nous déjà la question du secret professionnel? Sur un dernier point, il faut rappeler qu'aider amène automatiquement à recueillir des informations. C'est un point qui a été aussi largement développé par Francisco. Ici aussi, un travail est à produire. Celles-ci sont-elles à diffuser? Quelles sont les utilisations prévues de ces informations? La personne est-elle d'accord pour leur diffusion? À qui? Quels sont les éléments diffusables? Parce que pertinents, indispensables et non excessifs, et ceux qui doivent rester dans l'intimité du confié. Quelle mention de discrétion accompagne la diffusion? Autant de questions qu'il reviendra de discuter et valider avant toute émission dans la vie privée de la personne. Une règle semble ici particulièrement appropriée, toujours restituer l'autre et son intérêt dans la démarche, quand bien même les intérêts collectifs et de culture commune seraient mis en avant. Nous voici au terme de notre rapide voyage, avec la conscience d'avoir soulevé plus de questions que d'avoir apporté de réponses.
Je pense que c'était le cas de l'intervenant précédent aussi. Mais c'est là votre travail. L'éthique est un cadeau pour chacun, une invitation à bouger le monde et à sortir, comme le disait Spinoza, d'une logique suicidaire de l'intérêt individuel immédiat. Pour développer le respect et la dignité des personnes, développer leur empowerment et faire avancer les pratiques de justice sociale. C'est du moins ma conviction. Et je voudrais vous lire juste un tout petit poème pour terminer, parce qu'il me semblait bien résumé aussi, et je le trouvais beau. C'est un poème que j'ai trouvé dans un texte de l'APF. Pour moi, comme pour toi, j'aimerais que toujours, en me soignant, me pensant, me frottant, me lavant dans la plus stricte intimité, tu respectes ma propreté privée. Devant toutes les portes d'accès, celles de mon cerveau comme celles de ma peau, je mettrai partout des panneaux, propriété protégée, prévenez avant de soigner. Merci. Si je devais résumer d'un mot votre propos, c'est le mot professionnel que vous mettez en valeur. Oui, je crois qu'effectivement, c'est le mot professionnel. Ça m'évoque tout à fait une discussion qu'on avait ce matin avec des collègues. On envisage, c'est un coup de pub pour notre établissement, on envisage de faire une journée sur la posture professionnelle. Et on se disait, est-ce qu'on fait une journée sur la posture professionnelle ou une journée sur l'imposture professionnelle? Parce qu'il y a quelquefois une certaine manière aussi d'être des imposteurs dans le statut qu'on peut occuper et qui nous amène petit à petit à rechercher plutôt nos intérêts personnels derrière une façade professionnelle et à mettre en avant finalement ce qui nous arrange bien plutôt que ce qui arrange les personnes. Mettre trop en avant les principes organisationnels ou les souhaits de confort. On a beaucoup parlé de maltraitance, on parle aujourd'hui de bientraitance. Est-ce que quelque part aujourd'hui on est en train de parler d'éthique et pas de défaut, comment regarde-t-on les choses, et en les regardant d'une manière positive, on peut avancer sans doute plus vite. Oui, je crois qu'on a été longtemps, nous-mêmes d'ailleurs, des formateurs ou des gens qui ont formaté de manière trop importante même les travailleurs sociaux qu'on a formés. Hein, et qu'on a notamment emprunté tous les chemins du pathologique. L'approche en école a toujours été partons des problèmes de biologie, des problèmes d'anatomie, des problèmes de psychologie, de psychiatrie, etc. Et pendant longtemps, donc, l'approche du public a été complètement centrée, et je pense que ça fait partie d'une culture aussi qu'il faut maintenant donc certainement bouger, trop centrée sur le pathologique et la définition par le manque, par le moins, par le différent. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut inverser un peu ce regard, être plutôt sur une position sur les ressources, et je voyais qu'elle est partagée aussi dans le petit document qui a été remis là, par le Homme des Flandres et l'association Viva. C'est une association, mais c'est pas une association. C'est un programme. C'est un programme, voilà. Et je crois que c'est réellement ça qui est peut-être une nouvelle chance aujourd'hui. Se tourner vers l'usager, vers ses droits, c'est avant tout se tourner aussi vers ses ressources et celles de son milieu. Ce matin, dans les témoignages qu'on a eus sous forme de clips, de vidéos, etc., il y avait évidemment eu pendant 2-3 ans un énorme travail d'écoute, d'approche. Et quelqu'un disait, écoutez un parent, voir ce qu'il sait faire, ce qu'on ne voit pas, voir comment il le fait, différemment de nous peut-être, mais comment il transmet la relation, etc. C'est intéressant. Se méfier de ses a priori. Dans une société multiculturelle où les valeurs ne sont pas systématiquement partagées, est-ce que ce n'est pas de plus en plus compliqué quand même ? C'est pas un acte naturel, mais je crois qu'il faut se méfier de nos propres expertises. Je disais tout à l'heure, finalement, la personne a devant elle quelqu'un qui est défini comme savant ou sachant. Et moi, je dis à l'inverse, peut-être que les vrais experts de la pauvreté, les vrais experts du handicap, c'est les personnes elles-mêmes. Et d'ailleurs, par exemple, la problématique du sida, on a vu que finalement, c'est les malades eux-mêmes qui ont fini par convaincre les médecins qu'ils étaient eux-mêmes compétents et quelquefois même induire au niveau des législations des éléments que les médecins eux-mêmes n'auraient pas été capables d'organiser. Donc finalement, c'est peut-être se tourner vers les ressources, c'est aussi restituer l'usager comme un expert. Et ça, je crois que ça vaut le coup, même si effectivement, ce n'est pas dans l'habitude. Coproduction, c'est un mot qu'on disait, il faudrait qu'il soit en grand dans la journée. On le répète, coproduire un projet, coproduire un programme, co-construire. Le micro est à votre disposition. Éthique et toc.
Monsieur Dumoulin, je vous propose... C'est un grand mot, mais éthique, c'est quoi? C'est simplement réfléchir à ce qu'on estime nous juste et surtout se donner la volonté de le justifier. Bon, c'est quoi les valeurs qui nous portent, etc. Et est-ce qu'on est encore fier de ces valeurs, même aujourd'hui? Est-ce qu'on ose même encore les affirmer? Moi, il y a quelque chose qui me frappe, par exemple, c'est qu'on a acheté le bébé avec l'eau du bain. Aujourd'hui, on nous parle d'assistanat et on ne parle plus d'assistance. Et quand on parle de ce qu'on fait pour les personnes, on dit on est dans l'assistanat, il faut supprimer ça, etc. Non, on est dans l'assistance. Et moi, je suis fier d'être dans l'assistance. D'ailleurs, j'espère qu'un jour, si mes parents ou si moi-même j'ai besoin d'être assisté, il y aura quelqu'un pour le faire. Et d'ailleurs, on voit aussi que les banques, elles ont besoin aussi d'être assistées aujourd'hui. Donc c'est pas honteux. C'est pas honteux l'assistance. C'est naturel dans une société et notre société a une dette vis-à-vis des gens qui sont les plus démunis, etc. Alors est-ce que ça, on ose encore le dire? Est-ce qu'on ose encore l'affirmer? Je crois que là, il y a aujourd'hui chez nous un déficit peut-être de portage parce qu'aussi on n'est pas assez porté par ceux qui nous payent. Hein, c'est assez évident, mais il faut qu'on arrive à faire reconnaître notre place dans le travail politique aussi. Je crois que là, il y a un vrai travail.